Salut mes nakamas, c'est Eldog, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour la critique analyse de ce chapitre 976. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous rassurer, vous avez été super nombreux à me laisser des messages et certains se sont inquiétés suite à mon état de santé dans la dernière vidéo. Je vais beaucoup mieux, beaucoup mieux, là vous pouvez le voir juste là, je vous avoue que quand même j'ai eu assez peur la semaine dernière, mais là non, ça va mieux, donc encore une fois, gros merci à tous vos messages de soutien. D'ailleurs, je ferai sûrement un point doc pour vous parler un petit peu de ce qui est en train de se passer au niveau des conventions, mon travail, le confinement. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai fini de trier les cheatés sur Zoro qui sont ici, donc on vous prépare la vidéo sur les documents et il y en a plein d'autres qui sont en cours. Par contre, il faut franchement que je range tout le bordel qui est derrière moi, donc il y a aussi ça qu'il faut que je fasse cette semaine parce que je me suis laissé déborder, mais vous imaginez même pas. Bref, ça me fait super plaisir tous les messages que vous me laissez, donc voilà, c'était un petit truc que je voulais vous dire au début de cette vidéo. Critique, analyse de ce chapitre 976, un bon chapitre, surtout par rapport à sa fin. L'arrivée de Jinbei, on en reparlera à la fin de cette vidéo, est un petit peu bizarre, mais quand on reprend le chapitre, il y a peut-être une explication là-dedans, et surtout il y a beaucoup de questions, savoir comment il a fait pour s'en sortir par rapport à Big Mom. Mais on va faire comme d'habitude, on va prendre le chapitre page par page, parce qu'il y a des références historiques qui sont justement dedans, et on commence cette première page avec les fourreaux rouges qui sont en train de parler à Kinemon, et Kinemon est en train de nous expliquer quelque chose. C'est une sorte de Deus Ex Machina, c'est-à-dire que c'est un élément qui trouve sa résolution par un élément extérieur qui arrive. Cet élément extérieur, dont le nom Deus Ex Machina, c'était souvent l'arrivée d'un dieu, et bien ici, ce dieu, entre guillemets, est tout simplement la chance incroyable qu'a Kinemon. Kinemon, ce mec, je sais pas comment vous l'expliquer, la force de ce mec, c'est tout simplement sa chance. Et ce n'est pas que sa chance envers lui-même, c'est même son aura qui permet de distribuer la chance à d'autres personnes. On sait que l'une des très grandes forces de Luffy, et c'est d'ailleurs ce qu'explique Mihawk au niveau de Marineford, c'est le fait de pouvoir convertir des personnes à le suivre. Et bien, là, ce qu'il y a, c'est que Kinemon a cette chance, et ce qui est génial, c'est que même les autres fourreaux rouges disent « T'as tellement comme chance que t'es en train même d'utiliser la nôtre. » Et ça, encore une fois, ça peut être une utilisation d'un pouvoir que lui n'a pas conscience. C'est bien que Ichiro Oda le mette en place parce qu'il excuse un petit peu des choix scénaristiques qu'il a fait. Et en un sens que lui le dise, c'est bien parce que c'est pas un truc qui est laissé en suspens. On dit ouais mais non là c'est vraiment beaucoup trop gros, c'est trop fort ce qui arrive, c'est pas logique. Si là Ichiro Oda nous donne cette logique, c'est tout simplement que Kinemon est un putain de chanceux. Par contre, est-ce que c'est quelque chose aussi après plus tard qui va lui jouer du tour, ou si c'est peut-être aussi quelque chose où à la fin cette chance qu'il a utilisée va aller jusqu'à la mort, parce qu'il l'a bien dit, je suis prêt à dépenser la chance de toute une vie. Donc ici, involontairement, est-ce que Ichiro Oda n'est pas en train de nous préparer la mort de Kinemon? Cette année, si on arrive à aller jusqu'à la fin de 2020, parce qu'avec ce qui est en train de nous arriver dans la gueule, des fois on se pose la question, mais le futur de One Piece va être absolument dingue. On a aussi une chose qui vient reprendre ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire c'est à la deuxième page, on a vraiment une double page qui est magnifique, et on a ce Kinemon qui vient vraiment être ce maître des fourreaux rouges, et vraiment ce maître de cette coalition. Même si on sait que Luffy et le reste de 5 pages va être une sorte d'électrolyte parce qu'ils vont vraiment foutre le bordel, maintenant, le vrai maître, le représentant, entre guillemets, maintenant, des Kuzuki, c'est tout simplement, bien sûr, Momonosuke, mais on va voir ce qui va lui arriver après. Et là, ici, vraiment le représentant, celui-là qui vient reprendre la flamme, qui vient faire revivre, justement, la flamme de Oden, c'est Kinemon. Et Kinemon, quand on le voit brandir sur les conseils justement de Denjiro, quand on le voit brandir ce katana, c'est absolument fantastique. Cette image, franchement, cette image
est absolument génial. L'autre chose qui est aussi vraiment bien, c'est tout simplement Kawamatsu. L'arrivée de Denjiro Kiryu, l'arrivée de la flotte de Luffy, l'arrivée aussi de Kid ainsi que d'O, ce sauvetage in extremis, il y a tout le monde qui est pour l'instant qui est heureux, mais il y en a un qui pense encore à ce qui va se passer, c'est tout simplement Kawamatsu qui sait que Kanjuro, il a Momonosuke et c'est lui vraiment cette menace. Et pendant que tout le monde est en train de se réjouir, eh bien, on a Kawamatsu qui plonge dans l'eau, bien sûr, parce que c'est un homme poisson. D'ailleurs, le fait que ça soit un homme poisson est une très très bonne référence par rapport à Jinbei. Le voit aller dans l'eau et après essayer d'aller délivrer Momonosuke de Kanjuro. Kanjuro qui est en train de dessiner une grue pour après partir avec. Encore une fois, le fait qu'il décide de dessiner ça au lieu par exemple d'un aigle, au lieu d'un autre oiseau, et une sorte de pied de nez qu'il est en train de faire au Kuzuki. Pourquoi? Parce que le symbole depuis des centaines d'années du clan Kuzuki est tout simplement la grue. Il y a une passe d'armes qui va être faite entre Kawamatsu et Kanjuro. Kawamatsu, on l'avait déjà vu quand on avait eu son introduction dans la prison. C'est un personnage qui est désigné comme étant hyper badass, hyper puissant. Et là, le fait de voir Kanjuro pouvoir faire jeu égal avec lui, Kanjuro, c'est un personnage hyper bien travaillé, hyper bien écrit et surtout qui va avoir énormément de puissance. On va le revoir après, je ne sais pas contre qui il va bien sûr combattre. J'aimerais beaucoup qu'on ait un combat de Kanjuro contre Kinemon. Il y en a beaucoup aussi qui espèrent une sorte de rédemption, mais on ne pourra pas avoir une rédemption sur Kanjuro. Pourquoi? Parce que tout simplement, il fait partie de la famille des Kurozumi. Donc c'est un ennemi obligatoire du clan des Kuzuki. La grue prend forme, très très bien dessinée d'ailleurs, et on voit que Kanjuro est bien droitier, et depuis le début, il s'était fait passer pour un gaucher, et c'est pour ça qu'il dessinait mal, c'est justement parce qu'il dessinait de la main gauche. La grue s'éveille et elle va partir, et c'est là où on arrive à l'une des erreurs que certains ont remonté dans les commentaires, le fait qu'il part avec Momonosuke et qu'il y ait absolument personne qui essaye de faire quelque chose. Il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Pour les Mugiwara ne sont pas au courant que Kanjuro est un ennemi. Après, l'autre chose qui se passe, c'est que Kanjuro n'est pas un idiot, il ne part pas par la mer, il part par les airs. Et les fourreaux rouges n'ont pas de technique pour pouvoir voler au secours de Momonosuke. Ils ne peuvent pas envoyer une attaque. Si ils envoient une attaque, ils risquent de blesser Momonosuke. Donc, de ce point de vue, les fourreaux rouges ne peuvent absolument rien faire. Maintenant, les Mugiwara, eux, commencent à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Ils prennent l'information que Kanjuro est vraiment cet ennemi. Et là, eux, par contre, peuvent faire quelque chose. On a Senji qui est en train de faire un skywalk pour pouvoir aller le rejoindre. On a Luffy qui peut tout simplement se transformer en Gear 4. Et on sait qu'en Gear 4, il a cette technique où il peut voler grâce aux impulsions qu'il fait de son pied au niveau de l'air pour pouvoir avancer. Et on a tout simplement Usopp aussi qui peut l'atteindre. On l'a vu au niveau de Dressrosa, ce qu'il peut faire justement avec ses attaques à distance. Et d'ailleurs, il le dit, je peux encore l'atteindre. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un nuage noir qui arrive. Kanjuro a créé automatiquement déjà ce nuage. Et c'est un truc sûrement qu'on va voir dans la version animée de One Piece. Ceci se passe vraiment en quelques secondes. Kanjuro est sur la grue, il part et il crée en même temps ce nuage noir. Et ce nuage noir, il le crée avec quoi? Il le crée tout simplement avec ses cheveux. Il faut savoir que le fruit du démon qu'il a pris, que je ne me rappelle plus le nom, d'ailleurs je ne sais même pas si on a le nom de ce fruit du démon, permet de donner vie à des choses qu'il dessine. Et il n'a pas besoin d'un pinceau pour dessiner. C'est-à-dire que sûrement que le fruit du démon lui permet d'utiliser son corps pour créer justement ses dessins. Et rappelez-vous qu'on a eu le flashback avec tous les fourreaux rouges, savoir comment ils ont rencontré Oden. Eh bien, on avait Kanjuro qui lui coupait les cheveux pour en faire des pinceaux. Donc, les cheveux sont un pinceau géant et c'est justement ce qu'il va utiliser. Et c'est une pluie noir. Et là, on arrive sur quelque chose de très important, une symbolique par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, moi, j'ai eu cette information en regardant il y a très très longtemps le Black Rain, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu les bombes de Nagasaki et d'Hiroshima, il faut d'ailleurs savoir que ces deux bombes-là étaient des bombes qui ont été lâchées et qui ont explosé en altitude. Ça a créé justement un champignon atomique et il y a eu un énorme incendie dans ces deux villes et ce sont les cendres qui se sont mélangées justement
justement à ces nuages et après sont retombés en pluie noire. C'est-à-dire que la pluie noire n'est pas quelque chose, c'était quelque chose qui était en un sens radioactif, mais cette pluie noire était surtout due aux cendres qui étaient montées et qui résultaient justement de la destruction et des grands incendies qu'il y avait eu au niveau de ces deux attaques sur Nagasaki ainsi que Hiroshima. Et le fait que ici on ait cette destruction avec ces nuages noirs, eh bien on a sûrement une symbolique parce que il faut savoir que c'est quelque chose qui a vraiment marqué les esprits des Japonais. De ce fait, on a Kenjiro qui arrive à partir parce que les Mugiwara, à cause de ce nuage, ne peuvent pas aller à sa rescousse. Et là, on a eu un très très grand moment. On a Kenjiro qui se moque de Momonosuke, qui lui dit qu'il n'est que l'ombre de son père et que le clan, vu qu'il n'y a pas de grands descendants, le clan des Kuzuki est seulement qu'en sursis par ce voyage qu'il y a eu au niveau des 20 ans. Et là, Momonosuke, il le sait. Il le sait qu'il n'est pas son père. Mais au fond de lui, il y a cette flamme qui est en train de grandir. Il prend conscience de ses faiblesses et il veut les dépasser. Le Momonosuke qu'on a ici sur la grue de Kenjiro n'est pas du tout le même Momonosuke qu'on a eu devant Luffy en train de supplier au niveau de Zou. Maintenant, on a vraiment quelqu'un qui prend conscience de qui il est et l'évolution de Momonosuke qu'il va y avoir au niveau de Onigashima va être importante. Momonosuke ici, à travers cette phrase, devient le futur protecteur de Wano Kuni. Et pour moi, vu qu'il peut se transformer en dragon, le combat qu'on va avoir entre Momonosuke n'est pas un combat qui sera contre Kaido, mais un combat qui sera contre Orochi. Le clan des Kuzuki contre le clan des Kurozumi. Dans les larmes de Momonosuke, ces larmes qu'il a sans hurler, il n'hurle pas. C'est vraiment excellent. Momonosuke n'hurle pas comme il a l'habitude souvent d'hurler. Là, il prend sa tristesse envers lui. Il dit à ses samouraïs de ne pas s'inquiéter pour lui, qu'il arrivera de lui-même à s'en sortir. C'est un exemple. Et c'est pour ça que les larmes qu'on voit, pour moi, c'est des larmes qui sont, mais d'un point de vue symbolique, sont vraiment enfin, il n'y a pas de mots, c'est ce que je vous ai dit dans les larmes, j'ai dit les larmes d'un enfant, c'est les larmes d'un enfant qui grandit. C'est ça que j'ai franchement adoré. Momonosuke a peur, Momonosuke a le vertige. Par contre, est-ce qu'il a le vertige par rapport à ce qui s'est passé avec Kaido? Est-ce que c'est cette peur que lui a mis Kaido en le tenant vraiment dans le vide? L'autre chose aussi qui est vraiment très importante à remarquer ici, qui montre cette évolution de Momonosuke, c'est tout simplement que même s'il a peur, il ne se transforme pas en dragon. Imaginez qu'il se transforme en dragon, il peut tout simplement voler, donc il aurait pu s'enfuir. Si Momonosuke était encore ce gamin pleurnichard qui a peur et qui se transforme en dragon, eh bien peut-être qu'il se serait enfui, parce qu'il ne me semble pas que Kenjiro soit au courant que Momonosuke peut se transformer en dragon, et d'un point de vue symbolique, bah aussi, ça aurait été génial. Donc le fait en un sens que Momonosuke devienne plus mature, eh bien ça l'a empêché de pouvoir s'enfuir par lui-même. On arrive maintenant sur une autre partie de ce chapitre, c'est tout simplement le début d'une bataille navale. Il y a Usopp qui se pose la question de savoir que sont devenus les bateaux. Il y avait 3 bateaux. Il y a un bateau, lui, qui a été tout simplement détruit par Kid, Law ainsi que Luffy. Il y a un autre bateau qui a été neutralisé par Denjiro, et on a un dernier bateau qui lui décide de s'enfuir. C'est ce que pense tout simplement Usopp. Sauf que ce bateau avait pris du recul. Pourquoi? Parce que à son bord, il avait une artillerie lourde. Ce bateau décide de pilonner à longue distance la flotte de Denjiro, la flotte des samouraïs. Et ça reprend aussi quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans des vieux mangas et aussi des vieux animes, et aussi qu'on a vu durant la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir qu'il y a une grande bataille que moi j'ai vraiment adoré durant la Seconde Guerre mondiale, une bataille maritime qui s'est passée en mai 1942, qui est la bataille du détroit du Danemark, si mes souvenirs sont bons, qui a opposé le Bismarck. Le Bismarck était un bateau allemand contre le bateau de la flotte britannique, et il faut savoir, le Bismarck a réussi à couler un autre bateau anglais. Il y a eu plusieurs tirs qui ont été faits, l'obus a explosé et toute
l'armement qui était à l'intérieur justement du HMS Hood a aussi explosé et le bateau s'est détruit en deux et a coulé en 3 minutes. Et il faut savoir qu'il y avait 1400 membres d'équipage sur le HMS Hood et il y en a seulement que 3 qui ont survécu. Il faut savoir aussi qu'au niveau de la flotte japonaise, il y a aussi un autre bateau qui était hyper connu, qui était tout simplement le Yamato. Et il faut savoir que Ishiro Oda est né en même temps que moi, c'est-à-dire en 1975. Et il faut savoir que durant sa jeunesse, il a aussi été bercé par Battleship Yamato, les autres mangas et animes de Leiji Matsumoto qui ont été bien sûr Harlock avec le 78 et le 84. Et il faut savoir que dans ces animes-là et dans ces mangas-là, il y avait aussi énormément de batailles dans l'espace avec des grosses tourelles qui tournaient avec des tirs de laser dans l'espace et tout. Et moi je sais que étant gamin, c'est quelque chose qui me faisait pétiller au niveau des yeux. Et je pense que c'est sûrement aussi quelque chose qui a servi d'inspiration à Ishiro Oda. Et si il veut faire des batailles navales, c'est tout simplement parce que il y a eu aussi un héritage de Leiji Matsumoto dans Ishiro Oda. Donc on a quoi? On a tout simplement les bateaux qui sont en train de tout valdinguer. Il faut savoir aussi que le Sunny, il a aussi un canon qui est juste devant. Et rappelez-vous les dégâts qu'il avait fait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a quelqu'un qui va intervenir. Et cette personne, c'est tout simplement notre ami Jinbei. Jinbei intervient comme ça. Il intervient à l'instant T au moment où justement la flotte est en train de se faire pilonner. Et bien Jinbei intervient et détruit en un seul coup le bateau. Franchement, c'est encore une fois l'appellation du Deus Ex Machina. On a un élément critique, c'est-à-dire un bateau au loin qu'on ne peut pas atteindre, qu'on ne peut pas détruire et qui est en train de détruire toute la flotte des samouraïs. S'il continue, toute la flotte va vraiment y passer. Et là, on a quelqu'un extérieur qui intervient, tel un dieu. Et bien c'est qui? C'est tout simplement Jinbei. C'est une facilité scénaristique. On ne va pas se mentir, c'est une facilité scénaristique. Jinbei, on savait qu'il allait venir. C'était sûr et certain, il n'allait pas mourir. C'était absolument impossible. Encore une fois, par rapport au trauma qui s'est passé de Ace, il est impossible que tant que Luffy soit encore vivant, qu'il y ait un autre membre de son équipage qui meurt. Il l'a bien dit. Même si tu meurs, je ne t'autorise pas à mourir. De ce fait, aucun Mugiwara ne pourra mourir tant que Luffy sera encore en vie. Je ne le voyais pas arriver ici comme ça. Franchement, c'est une arrivée, ça serait même, je dirais, et là je vais me faire sûrement des ennemis, peut-être une erreur d'Ishiro Oda dans le traitement. Sauf que, qu'est-ce que je vous ai dit au départ? Il y a quelqu'un qui a énormément de chance. C'est tout simplement Kinemon. Kinemon a énormément de chance et la chance qu'il a, elle a une aura qui va sur d'autres personnes. Et si Jinbei intervient ici, à ce moment T, exactement, c'est tout simplement parce que Kinemon a énormément de chance. C'est con. C'est hyper con comme raisonnement. Il y en a qui vont me dire que c'est vraiment quelque chose de débile. Et pourtant, c'est ce qui peut être le plus logique et le mieux expliqué. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va sûrement avoir un flashback dans les prochains chapitres pour avoir des réponses. Parce que c'est quoi ces questions qu'on se pose? C'est franchement, quand t'as Big Mom qui arrive, ça pue. On ne sait pas comment Jinbei ainsi que le Germa vont pouvoir s'en sortir. Je ne sais pas. Big Mom est toujours vivante. Big Mom est présente ici. Big Mom ne parle pas de Jinbei. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et là, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Jinbei, par contre, autre-temps, il a quand même réussi... Alors, sûrement que sa flotte devait aller sur l'île des hommes poissons, c'était ça normalement qui était prévu. Peut-être que Jinbei est aussi revenu sur l'île des hommes poissons et qu'il a été dans son vestiaire mettre son ancien costume. D'ailleurs, le fait de le revoir ici avec le costume qu'il avait à Marineford lors de la première rencontre, enfin pas à Marineford mais plutôt à Impel Down, avec la rencontre qu'il y a eu avec Luffy et aussi comme ça qu'il était avec Ace, encore une fois, d'un point de vue symbolique. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer où est la symbolique ici. Elle s'explique déjà franchement d'elle-même. Il fait partie maintenant de l'équipage. D'ailleurs, regardez la réaction de Law et regardez la réaction de Kid au niveau de l'aura
de l'arrivée de Jinbei dans cet équipage, c'est grandiose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a certains dans les commentaires qui m'ont marqué, regarde, il est aveugle. Non, il n'est pas du tout aveugle, on revoit après qu'il a encore les petits yeux. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Est-ce qu'il a parlé avec Big Mom en lui donnant une grande partie de sa vie? Est-ce que Jinbei, il lui reste plus que 1 mois à vivre? Est-ce que une fois que Luffy va atteindre Raftel, Loftel et qu'ils vont détruire le gouvernement mondial, est-ce que on va voir un Jinbei qui va s'asseoir en tailleur et qui va tout simplement mourir parce qu'il n'aura plus de vie? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Et j'espère, et d'ailleurs j'ai pas de doute là-dessus, je pense que Ichiro Oda va nous préparer un truc aux petits oignons, un truc vraiment, vraiment excellent. L'autre chose aussi qui est vraiment très bonne au niveau de cette dernière page de chapitre, c'est tout simplement qu'on voit notre petite Carotte qui est avec Nami, qui est là aussi avec l'équipage. Carotte, futur Mugiwara. J'en ai déjà parlé depuis très très longtemps. Je ne pense pas, mais je sais qu'il y en a certains qui me l'ont marqué dans les commentaires. Bref, notre ami Jinbei est là. On va droit vers Onigashima. Mais, il nous manque encore quelqu'un. Il nous manque un fourreau rouge. Il nous manque Nekomamushi. Est-ce que Nekomamushi va venir avec Marco? Très très bonne question. En un sens, il faut qu'il vienne avec Marco. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement le frère de Okiku, dont je ne me rappelle plus le nom, hein, comme d'habitude, mais c'est vraiment très très important, je pense qu'il va arriver. Comme je vous l'ai dit lors de ma précédente review, la flotte des Mugiwara doit aussi arriver. Par contre, la flotte des Mugiwara, elle, je la vois arriver un tout petit peu plus tard, durant un autre cliff qu'il va y avoir au niveau de Onigashima. Je pense qu'ils vont vraiment arriver. Chapitre 976, encore une fois, qui m'a bien surpris parce que je ne voyais pas l'arrivée de Jinbei comme ça, et je ne la voyais pas, je voyais pas Jinbei arriver sans aucun trauma. C'est ça surtout qui m'a surpris, moi. C'est-à-dire qu'il lui manque pas un bras, il a pas un œil de crevé, il a pas des cicatrices, il a absolument rien. Je pense que la plus grosse des cicatrices, comme je l'ai dit, elle est à l'intérieur de lui. Elle est à l'intérieur de lui. La mort de Jinbei, dans quelques temps, à la fin, une fois que Luffy aura découvert Raftel, qu'il aura fini vraiment son truc, Jinbei va mourir, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mon pauvre Jinbei, c'est sûr qu'à la fin, il va mourir. Paix à ton âme. Bref. C'est là-dessus que se termine cette critique, analyse de chapitre. Encore une fois, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.